Bonsoir à tous. Écoutez, nos intervenants s'installent tranquillement. Ça me laisse le temps de vous dire juste quelques mots. D'abord pour vous remercier de votre présence ce soir. On est très heureux de vous accueillir tous les cinq pour cette table ronde, pour parler justement de cette mémoire des Viet Kieu et de l'héritage que l'on peut retrouver à travers vos histoires ou vos relais, par Laurence Jourdan, donc, qui est journaliste, mais vous avez rencontré quand même pas mal de personnes sur le sujet, donc vous allez pouvoir témoigner et nous raconter tout cela. Merci beaucoup Hervé Godard d'assurer la modération. Juste vous préciser que donc, nous sommes à la fin de ce thème autour de Saïgon. Un autre rendez-vous est à venir, c'est donc ce jeudi avec une nuit cinéma. Donc où sera projeté Voyage au bout de l'enfer et suivi de Full Metal Jacket, donc un versant vraiment américain du regard porté sur la guerre du Vietnam. Et puis vous donnez rendez-vous aussi pour notre prochain thème qui sera autour du féminin et du masculin. Et puis aussi, en dehors du féminin et du masculin, justement, peut-être du genre non-binaire, dont nous allons parler aussi. Et donc la présentation de ce thème aura lieu jeudi prochain, donc le 4 avril, pour que voilà, vous puissiez découvrir ce dont on va parler, toujours pareil, autour du cinéma, table ronde, conférences, expositions, etc. Hervé, je vous laisse la parole. Voilà, je suis très heureux d'être ici. Je ne suis pas un spécialiste, moi je me considère toujours comme un passeur de parole. C'est peut-être ma déformation de journaliste, de chroniqueur sur France Bleu Provence et dans d'autres médias, mais j'aime bien venir à la rencontre et puis j'apprends toujours plein de choses quand il y a un thème comme ça, et c'est vraiment une belle chose que Liberté consacre sur un mois, à chaque fois, toute une thématique, va creuser un sillon, etc. Alors je ne sais pas si vous, les uns les autres, vous avez suivi tout partie des spectacles, des films, des rencontres, il y a aussi des expositions autour de la bande dessinée et des films. En tout cas, n'hésitez pas, on va comme ça faire circuler la parole sur une petite heure et puis on va vous donner la parole. Donc, stockez vos questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est pas une conférence, c'est plus une conversation et je vais un peu représenter les invités qui sont là. Je commence avec vous, Yemke. Alors en fait, on a une consigne à chaque fois que j'écorche son nom. Yemke Luguer, hein, d'accord. Voilà. Vous êtes historienne, vous avez fait notamment aussi une thèse qui s'appelle Les travailleurs indo-chinois, hein, qui va être aussi une mine pour nous d'informations, d'interrogations. À côté de vous, Laurence Jourdan, vous êtes auteur, vous êtes documentariste, on dit, voilà, réalisatrice de documentaires, et notamment on a à l'appui ce double documentaire qui s'appelle Asiatique de France, qui va au-delà bien sûr de la question du Vietnam, mais vous avez rencontré beaucoup de monde, et c'est sur quasiment 100 ans en fait, de 1900, un siècle. Vous avez interrogé le lien fort qu'il y a entre les Asiatiques et la France. À vos côtés, Céline Tran, vous avez sorti aussi un livre récemment qui parle aussi de votre parcours. Chacun, vous avez une part de Vietnam. C'est vrai que vous étiez actrice dans le X pendant longtemps. Vous avez décidé aussi, c'est aussi une part de silence qui s'est transformée dans la parole. Et vous allez aussi nous parler de votre part du Vietnam, d'Asie, cet aller-retour, ce long chemin d'ici jusque là-bas et à revenir. Et puis Minh Tran Nguyen, ça va? Pas encore. Ça va, je me suis pas encore fait avoir. Auteur de plusieurs, auteur de plusieurs romans. Et ce qui est intéressant justement, puisque cette table ronde, on en parlait tout à l'heure parce qu'on a un peu échangé, c'était que reste-t-il de ce Vietnam, quels sont les trous blancs dans mon histoire, ces trous dans mon histoire personnelle, quels ont été peut-être les non-dits, comment la parole a pu se libérer, comment, hélas, les traces se sont effacées. Et puisque vous êtes la première peut-être à parler, Minh Tran Nguyen, ce qui était aussi intéressant, on l'abordera aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes d'immigration volontaire, forcée, entre le Vietnam et ici. Vous êtes d'une plus jeune génération. En deux mots, comment vos parents sont arrivés ici? Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plusieurs migrations
du Vietnam qui sont arrivés en France. Moi, je viens d'une migration un peu particulière. Mes parents sont venus dans les années 60, au début des années 60. Donc, ce ne sont pas ni des travailleurs indochinois, ni des boat people. Ce sont des personnes qui viennent du milieu de la petite paysannerie, mais qui étaient très bons en classe et qui ont, grâce à leurs très bonnes notes en mathématiques et en physique-chimie, ont gagné, si je puis dire, le droit de partir. Ils ont eu une bourse. Et mon père, en arrivant en France, a finalement été une sorte de produit de la méritocratie républicaine, mais transposé au Vietnam. Il est devenu centralien, puis ensuite ingénieur. Et ma mère, elle, de la même façon, a eu une bourse et est devenue, alors elle c'était en chimie, et est devenue une directrice de recherche au CNRS et à la Polytechnique. Et ils ont eu, ironiquement, c'est ce que je racontais tout à l'heure, 3 enfants qui, eux, n'ont pas du tout eu un parcours scientifique, alors que les parents espéraient désespérément qu'ils deviennent à leur tour. Mon père, nous sommes 3, mon père, voilà, son vrai défi, c'était qu'on est polytechnique. Et voilà, je vois qu'à ma droite, on connaît ça. Et ironiquement, ils ont eu 3 enfants qui sont des littéraires, 3 enfants qui, chacun à leur manière, a écrit. Alors moi, mes livres sont publiés, les livres de mon frère et de ma soeur ne le sont pas, enfin, ils ne sont pas obstinés. Et ils ont eu 3 enfants qui ont tenté en fait chacun à leur tour, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les 3, tenter de mettre des mots sur le silence de leurs parents par rapport à ce qu'ils avaient vécu au Vietnam avant, et notamment par rapport aux drames cachés qui ont brisé en fait une grande partie de la famille, puisque mon grand-père, mon arrière-grand-père paternel ont été tués le même jour au Vietnam. Parce qu'ils appartenaient à un réseau de résistance contre les Français. Ils ont été tués par les communistes qui étaient dans le même réseau à ce moment-là, pour noyauter le réseau. Et de la même façon, du côté de ma mère, il y a eu un drame où mon grand-père, qui est une sorte de planteur façon autant on emporte le vent, il a comme ça construit un immense domaine. Il est devenu très riche. Une réussite après un peu une certaine déchéance. Et voilà, des gloires et des cadences. Et donc mes 2 parents, enfin, mon grand-père maternel, comme je le disais, il a fait fortune, en étant parti de rien. Et ensuite, il a été ruiné par les guerres et il a dû détruire lui-même sa propre maison au moment où elle risquait de devenir un quartier général pour les Français. Et il a brûlé lui-même la maison qu'il avait bâtie, qui était le symbole de sa réussite. Et tout ça, en fait, mes parents m'en ont jamais parlé. Et c'est vraiment très lentement, au fur et à mesure, et petit bout par petit bout, que j'ai appris. Et en fait, à chaque fois que j'avais un petit bout, je pouvais faire un livre, en fait. Et je complétais les absences ou les non-dits en fiction. On y reviendra, notamment, il y a un petit extrait ou 2 de La princesse et le pêcheur, puisqu'il y a de l'autofiction et de la fiction dans tout ce que vous avez écrit. Ce qui était peut-être intéressant, MK ou même Laurence Jourdan, de nous rappeler, peut-être poser le cadre, on parle des Vietnamiens qui sont venus sur un siècle à différents moments, sans faire un cours d'histoire. À quoi ça correspond peut-être, Laurence Jourdan, peut-être? Prenez le micro si vous voulez. Bien. Ouais. Bon, en fait, il y a plusieurs effectivement temps d'arrivée. Parce qu'il faut, dès le début du XXe siècle, on a très peu d'arrivées en fait, de Vietnamiens qui sont avant tout des jeunes étudiants qui ont la chance de faire partie de ceux à qui on octroie le droit de venir étudier en France. En fait. On resitue que la France est présente déjà depuis... la France est depuis la péninsule indochinoise a été déjà constituée, regroupée administrativement par les Français. Fin 19e. Voilà, à la fin du 19e. Et donc, à ce moment-là, il y a les premiers étudiants qui viennent. Les premiers qui viennent en France, c'est les jeunes étudiants et les intellectuels qui viennent parce qu'aussi, l'intérêt pour les Lumières françaises, en fait, toute l'époque des Lumières. Et le deuxième temps qui suit, là, déjà, il y a tout quand même ces jeunes gens sont aussi des gens, c'est une époque importante parce que c'est une époque où commencent à aussi s'asseoir tous les idéaux pour l'indépendance. Donc c'est les débuts Ho Chi Minh arrive en 1911 par exemple à Paris. Il y a
un certain groupe. C'est-à-dire que Ils sont cinq. l'élite politique vietnamienne, enfin Voilà. franco-vietnamienne, indo-chinoise. Oui, mais à Bien. l'époque, ce sont des jeunes gens. Lui, il Ce sont arrive des comme jeunes gens, cuisinier sur un bateau. Mhm. Il arrive, voilà, donc il n'est pas du tout le Ho Chi Minh tel Bien qu'on sûr. connaît comme président. Ce sont vraiment des gens qui arrivent ici et qui viennent effectivement attraper cette culture. Arrive le deuxième temps qui est effectivement celui de la guerre de 1914 en fait, et où là on commence à avoir l'arrivée Mobilisation. des Indochinois parce qu'ils sont Mhm. effectivement mobilisés pour l'effort de guerre. Donc ça va être, je dis juste les temps. Ouais. le temps On peut savoir, pas- vous pouvez préciser, ça concernait combien de... Et il y a à peu près 90 000 Vietnamiens, Pour la première guerre, Indochinois qui sont venus. Il y a Mhm. 45 000 qui étaient là, qui sont venus et qui étaient destinés à être des ouvriers, c'est-à-dire à travailler dans les usines d'armement, à remplacer aussi les Français qui étaient au front, à travailler dans les usines de textile aussi, à travailler dans les poudreries, briqueteries également, et 45 000 tirailleurs quand même, ce qu'on oublie complètement. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre de 14, il y avait par exemple une centaine de Vietnamiens qui ont été dans les taxis de la Marne. Ça, c'est des choses qu'on ignore, mais voilà, ils étaient aussi infirmiers, mais d'aucuns ont quand même, alors qu'il n'était pas du tout prévu que ce soit le cas, d'aucuns ont été au front aussi. Ça, c'était pas du tout prévu à leur arrivée. Donc c'est la deuxième, ça c'est la première arrivée, mais où on leur a véritablement demandé de venir pour contribuer à l'effort de guerre. Ensuite, on a la Seconde Guerre mondiale, justement, où arrivent là les travailleurs indochinois. Je pense qu'on développera plus tard, mais qui sont effectivement une nouvelle fois pour la Seconde Guerre mondiale. La France va recruter ces Indochinois et les fait venir en France pour contribuer à cet effort de guerre. Et là, je préfère laisser parler l'amitié tout à l'heure. Et ensuite, après, on a l'autre étape, ce qui est importante aussi, c'est la fin de la guerre d'Indochine, bien sûr, où la France 55, rapatrie en 50, après Dien Phu, où la France rapatrie ce qu'on appelle les Français d'Indochine, dans des conditions qui sont, là encore une fois, on peut véritablement s'interroger parce que ces personnes sont arrivées, alors c'était à la fois des militaires, ou des gens qui avaient choisi la nationalité française, où il y a eu aussi 5000 enfants eurasiens notamment, des enfants de la FOEFI, on appelait, qui ont été rapatriés en France, sans oublier les enfants de troupes, qui étaient notamment à Dalat, et qui ont été rapatriés à Autun. Là encore, quand ils sont arrivés, entre 54 et 56, ils ont été disséminés dans les camps du Lot à Saint-Livrade, ou à Bias, ou encore à Noyant dans l'Allier. C'est des gens qui ont été logés dans des conditions de précarité absolue, généralement dans des anciens trucs de cantonnement militaire, vraiment livrés à eux-mêmes. Les femmes n'avaient quasiment jamais travaillé parce que c'était une partie de la population de ces femmes qui n'avaient pas travaillé, qui se retrouvaient du jour au lendemain à devoir se retrouver à travailler ci et là dans les champs, dans des conditions. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux et j'ai vu les gens qui les ont employés. On y reviendra si vous voulez, voilà. juste pour les... Et après, en fait, on a la dernière grande vague au niveau politique, je parle, qui est effectivement l'arrivée après l'installation des républiques populaires communistes, Laos, Cambodge et Vietnam, à partir des années 75. Et là, qui sont les boat people. Alors, Je rajouterai quand même. allez-y, prenez le micro parce que du coup, voilà, vous avez... Je rajouterai quand même une dernière vague, si je puis dire. En fait, bon, déjà, il y a la vague de l'entre-deux-guerres, qui est un moment très important dans l'émigration vietnamienne en France. Cette émigration politique faite d'étudiants, d'intellectuels, et qui va contribuer fortement, effectivement, à la construction du mouvement nationaliste et la guerre d'indépendance du Vietnam. Donc ça c'est un moment dans l'histoire du Vietnam qui est très important et qui se passe donc en métropole, d'où ces liens très importants entre ici et le Vietnam. Et la dernière vague, il ne faut pas oublier qu'il y a eu également des travailleurs vietnamiens qui ont été prêtés entre partis frères, entre la République démocratique du Vietnam et les pays de l'Est. Et au moment de l'effondrement du mur de Berlin et de l'implosion du système soviétique, ils se sont retrouvés un peu
perdus dans les pays de l'Est, et certains d'entre eux ont effectivement cherché à rejoindre l'Ouest. Donc, ce qui était autrefois l'Ouest, c'est-à-dire la France, l'Allemagne. Donc, ça constitue donc une étape supplémentaire dans la migration. Et dernièrement, depuis les années 2000, on sait aussi qu'il y a des Vietnamiens parce qu'on parle souvent de ces migrants de Calais, et en fait on n'évoque jamais la présence de Vietnamiens, or ils sont là. Alors ils se rendent encore invisibles parce qu'ils ne sont pas à Calais même, mais ils sont à 100 km de là, plus au sud, dans un camp qu'on appelle vers la Grande Sainte, et qu'ils essayent également de passer vers l'Angleterre. Donc vous voyez la succession, si je puis me permettre un mot là-dessus. Du coup, vous avez cette quasi-impossibilité pour l'historien de faire un travail de synthèse sur ce qu'est l'histoire des migrants du Vietnam en France. Parce qu'en fait, à chaque période, elle correspond soit à des zones de départ, soit à des motifs de départ, soit à des modalités de départ. Et donc, du coup, on a une sociologie d'immigration qui est extrêmement éclatée. Pratiquement, on va dire que toutes les couches socio-professionnelles du Vietnam se trouvent présentes en France, mais avec une surreprésentation de l'élite due au fait colonial et due au fait aussi des départs des étudiants et du système de méritocratie qui fait qu'on était boursier, donc on pouvait partir, mais il fallait être pour cela excellent. Donc vous avez en fait une photographie migratoire qui est un petit peu en décalage avec la sociologie de l'Indochine. Tout ça pour anticiper sur la suite. Donc du coup, c'est une protection pour cette communauté, si je puis dire, encore que la notion de communauté mérite d'être discutée. Qu'est-ce qu'une communauté vietnamienne quand on voit ces histoires très très diverses au fond, et par conséquent, ça a joué un rôle de protection. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pu, contrairement par exemple aux mineurs polonais ou à l'OS algérien aux usines Renault, on n'a pas pu poser de stigmate. Parce que le stigmate, pour le rappeler, il faut qu'il y ait une conjonction entre situation sociale et origine. Voilà. Donc, l'histoire de cette migration nous protège du stigmate. On reviendra aussi vous sur votre histoire personnelle. Céline Tran, peut-être racontez-nous aussi, vous, quelle part le Vietnam, par votre père, qu'est-ce que ça a pu, d'où vient votre filiation vietnamienne? Alors, en fait, moi j'ai été un peu embarrassée quand on m'a contactée pour venir ici, et tout de suite j'ai dit, vous savez, c'est un peu délicat parce que je ne sais pas grand-chose du Vietnam, parce que moi finalement mon rapport au Vietnam c'est le silence. Mon papa est vietnamien, ma mère est française, et finalement j'ai eu des informations petit à petit. Voilà, mes parents ont tout fait pour que je puisse m'intégrer en fait, et donc prénom français, pas de transmission de la langue vietnamienne, ce qui a été assez frustrant pour moi. Pas vraiment de récit, il a fallu que je questionne, et puis il a fallu surtout aussi à un moment donné que je fasse ce voyage au Vietnam avec mon père et ma mère pour vraiment me connecter à ses origines et que je puisse enfin avoir un peu de récit de sa part en fait. Donc je suis vraiment ignorante par rapport au Vietnam, et d'ailleurs je suis vraiment ravie d'être ici parce que j'apprends déjà plein de choses. J'ai un peu honte de ça d'ailleurs, parce que je me rends compte que finalement il est temps de se questionner. Mais c'est vrai que je me sens française, et je me sens française, et en même temps c'est vrai qu'il y a une part de moi qui se sent connectée, et le fait d'aller sur place m'a permis aussi de comprendre plein de choses, parce que ce que j'ai pu reprocher à mon père dans des traits de caractère qui me semblaient un peu extrêmes, je me suis rendu compte que c'était vraiment culturel, et que derrière un silence, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de pudeur. Et puis, il faut le reconnaître, même si ça peut faire sourire, il y a des traits qu'on peut trouver caricaturaux. Certains trouveront peut-être ça raciste, moi je trouve pas du tout, mais il y a vraiment ces traits qui sont liés aux valeurs du travail, il faut être le meilleur. Pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir hérité de valeurs vietnamiennes, mais en revanche, j'ai vraiment été éduquée avec effectivement cette notion de travail qui est liée à la notion presque de survie.
pour exister dans la société, pour avoir sa place et pour être digne, il faut être, non seulement être bon, mais il faut surtout être le premier. Vous pouvez quand même nous resituer votre père, donc il est arrivé à quelle époque? Il est arrivé en 54, il avait 15 ans. Et pour lui, venir en France, alors que c'était encore... en fait, paradoxalement, il est venu en France pour fuir les Français. Puisque, en fait, pour la petite histoire, il avait participé à une manifestation étudiante, donc à l'époque à Saïgon. Et c'était vraiment un mouvement étudiant, donc pas du tout de connotation politique apparemment. Et le fait de manifester n'était pas trop bien perçu à ce moment-là en fait. Et ses amis étudiants, enfin lui il a échappé à ça, mais ses amis ont été capturés et torturés en fait par les Français. Donc pour lui ça a été le signal pour partir. Il a réussi avec l'aide de sa famille à réunir suffisamment d'argent pour partir à Paris et vivre son rêve qui était non seulement un rêve mais en plus sa seule manière clairement de s'accomplir pour poursuivre des hautes études. Alors c'est un petit peu... Vous vouliez intervenir peut-être les uns ou les autres? Mais je précise juste que oui. Il a fui les Français, mais en même temps, il a été très reconnaissant de pouvoir être accueilli par la France pour justement accéder à ça, parce que s'il était resté au Vietnam, il n'aurait pas pu justement suivre d'autres études. Donc ça a été une manière pour lui de s'affranchir. Oui, je voulais rebondir parce que il y a des choses que je reconnais dans le parcours de Céline et dans son rapport avec ses parents. Alors c'est vrai que moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et donc la première langue que j'ai parlée, c'est le vietnamien. Elle me faisait de la cuisine vietnamienne, donc j'ai appris à utiliser les baguettes bien avant le couteau et la fourchette. Et on m'a introduit à des petites choses du Vietnam, notamment les contes vietnamiens. On ne m'a pas parlé d'histoire familiale, mais on m'a donné comme ça des petites choses extérieures. Et du coup, c'est le cran juste avant, en fait, Céline. C'est-à-dire que j'ai aussi un prénom français, qui est Claire, mais c'est mon deuxième prénom. Voilà. On m'a appris le vietnamien, mais très vite, il a été supplanté par le français. Et la seule raison pour laquelle il a survécu, c'est parce que ma grand-mère ne parlait que vietnamien. Alors c'est vrai qu'on parlait du silence. Je pense qu'il y a exactement la même idée chez finalement beaucoup d'exilés. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous n'allez pas charger les épaules de vos enfants du fardeau du passé. Souvent, ce sont des histoires douloureuses. À quoi bon? Si jamais on est venu là, c'est pour leur permettre de vivre avec une histoire blanche, une page blanche, ils pourront écrire leur propre histoire. Et il y avait cet effet-là, dans le cas de mes parents, et c'est la raison pour laquelle ils ont tenu à ne pas trop parler, mais même ne pas parler, même de, par exemple, je sais pas, je vois le Christ dans les manuels scolaires, disons, puis chez nous, on a Bouddha. Et alors, pareil, mes parents me laissent face à ça, puis ils ne me disent jamais rien. Donc ils avaient vraiment pour eux le désir d'intervenir le moins possible. Après, je pense que le silence, ça je l'ai compris plus tard, il a aussi, alors c'est culturel, c'est volontaire, c'est aussi une habitude, et c'est une habitude qui est liée aux politiques. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du fait que mon grand-père et mon arrière-grand-père ont été tués le même jour. Avec ma grand-mère, du coup, ils avaient pris l'habitude de ne pas en parler déjà parce que ça risquait de lui faire de la peine, mais ensuite aussi parce que c'est le moment où les communistes ont pris le pouvoir, donc on n'a pas très envie de parler du fait que des membres de la famille ont été tués par les communistes. Donc on utilise un vocabulaire qui est neutre, volontairement, donc on ne disait jamais qu'ils étaient morts. On disait depuis leur départ, depuis leur disparition, depuis qu'ils ne sont plus là. Mais jamais on ne précisait les circonstances et on essayait de parler de façon aussi distante que possible de ça et de ne parler que par allusion. Et finalement, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que ma grand-mère a pris l'habitude de ça, mon père a pris l'habitude de ça, et du coup, l'habitude est devenue un trait de personnalité. Et c'est pour ça aussi que finalement, ils n'ont pas parlé à leurs enfants. C'est pas uniquement, je pense, c'est à la fois conscient et inconscient. Et de la même façon, les enfants ont eu par rapport à cette mémoire et à ce silence des réactions qui ont... Voilà. Moi, je
pense que j'ai vraiment, mais je m'en rendais pas compte, à un moment où j'ai écrit un roman, au moment où on écrit un roman, on se dit juste qu'on a une histoire, qu'elle nous paraît intéressante, qu'on espère qu'elle plaira à d'autres, on va lui donner une belle forme, etc. Et puis ensuite, simplement, on se met à s'interroger, et on se dit qu'effectivement, le silence familial a pu donner voilà, un sillon dans lequel on s'est inscrit et qui fait qu'on se met à réagir soit en historienne, soit, je pense, voilà, en écrivain. Cette culture du silence, Liemke, vous qui êtes historienne, vous dites qu'il y a eu peu d'écrits. C'est du fait que ça a été un peu différent ici, on a dit qu'il y a fait peu de vagues, il y a peu d'écrits parce que il y a une volonté d'intégration où vous dites vous n'avez pu vous utiliser que les documents officiels de l'État français. Vous avez voulu la volonté notamment de travailler sur cette thèse sur les travailleurs indochinois. Est-ce que c'est cette entre guillemets, mais culture du silence, peut-être pas culture, le mot est peut-être trop fort, propre aux Vietnamiens ou pas spécialement aux Vietnamiens, comme elle soulevait, tout peuple qui arrive à la volonté de s'intégrer absolument et donc il gomme un petit peu son passé. J'attendais que vous me passiez le micro. Il est là. Il est là. Bon, il y a plein de choses. Non, mais il y a plein de points sur lesquels j'aimerais rebondir dans la discussion, parce qu'en fait, on est toutes les trois vietnamiennes, d'origine vietnamienne, mais en fait, on a des histoires très diverses et c'est très représentatif. C'est-à-dire que je pense que quand vous croisez un Vietnamien ou une Vietnamienne de la rue, vous pouvez dire que celui-là ou celle-là a une histoire particulière. Parce que forcément, on a forcément une histoire particulière pour être à 10 000 km de là où on devrait être. Bon, donc toutes les histoires sont accalabrantes et frappées des traits un peu dramatiques. Je voudrais quand même rebondir sur le silence. Tous les historiens de l'immigration, à commencer par Gérard Mouriel, le montrent. C'est un trait constant qui n'est pas spécifique aux migrations vietnamiennes. C'est-à-dire que ce que tu soulignais est tout à fait exact. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on se situe dans la filiation, on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on quitte un pays, mais on aborde le nouveau pays dès lors qu'on a des enfants. C'est-à-dire que tant qu'on est seul, pratiquement, et tous les migrants le diront, qu'ils soient portugais, italiens, belges ou vietnamiens, quand on part, c'est jamais pour un départ définitif. C'est jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce désir de retour. Parce que, bon, par rentrer, on n'a pas le temps d'en débattre, mais il y a toujours cet horizon du retour. Là où il y a un tournant, c'est lorsque on commence à avoir des enfants. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est cette filiation qui va permettre finalement l'intégration dans le pays d'accueil. Certains vont mettre beaucoup de temps. Certains vont mettre beaucoup de temps parce que si on étudie un petit peu la sociologie des migrants vietnamiens avant 1975, même en ayant des enfants, beaucoup d'entre eux ont attendu très longtemps pour demander la nationalité. C'est-à-dire que tant qu'ils pouvaient s'en sortir, ne pas avoir trop de tracas avec sans la nationalité française, ils trouvaient ça inutile de la demander. Voire certains d'entre eux vivaient ça comme une trahison des origines, parce que pour le migrant, il y a toujours effectivement cette espèce de culpabilité de la trahison des origines. Et ça, c'est commun à toutes les migrations. Maintenant, et donc à partir du moment où on a des enfants, il y a une espèce d'intégration structurelle qui est faite. Quand je dis intégration structurelle, c'est réussir dans sa vie, s'en sortir économiquement, acheter une maison. Ça, c'est super important pour le Vietnamien. Avoir son nid, c'est-à-dire qu'en fait, s'enraciner. Acheter une maison, c'est la terre. On s'enracine. Et donc, à partir de là, donc, il y a une intégration structurelle qui est faite, qui n'est pas forcément accompagnée d'une intégration culturelle, c'est-à-dire qu'on continue à parler vietnamien, on continue à manger du pho, vous connaissez, et on continue à manger avec des baguettes et à faire le culte des ancêtres. Donc voilà. Après, il y a ce jonglage entre
la sphère publique et la sphère privée. C'est-à-dire, on garde le privé, tout ce qui est culturel, dans la sphère privée. Et donc, du coup, ça donne l'impression d'une communauté, je mets tout ça toujours entre guillemets, intégrée. Vous voyez, alors que, à la limite, elle n'est pas moins ou plus que d'autres communautés. Sauf que c'est pas visible. Donc, je dirais même qu'aujourd'hui, nous prenons les mouvements sociaux en cours. Là. Prenons les mouvements sociaux en cours, les Gilets jaunes, pour parler d'eux. Vous pouvez faire la sociologie de combien il y a de descendants de Portugais, Belges, Algériens, Marocains et Vietnamiens. Et donc, si ça c'est un critère d'intégration, c'est y compris d'être intégré dans la contestation de ce qui se passe, ben, vous verrez que en fait, c'est les Asiatiques qui sont les moins intégrés. Voilà. Mais vous me posez une question à laquelle je n'ai pas répondu. Non, mais c'est tout à fait, c'est sur la culture aussi du silence, l'intégration. Ah oui. Oui, non, mais c'est. Je crois que vous avez bien répondu. Laurence Jourdan, vous qui avez rencontré pas mal de Vietnamiens de plusieurs différentes générations, alors on a dit, on ne peut pas vraiment faire le contour d'une communauté vietnamienne, puisqu'il y a eu de différentes raisons sur un siècle. Au demeurant, elle disait, est-ce que c'est une, entre guillemets, communauté silencieuse ou pas? Vous montrez quand même qu'il y a des mouvements sociaux, ils vont quand même aux politiques. Non, en fait, effectivement, moi je dirais que la plus jeune génération aujourd'hui est aussi dans le désir de sortir de cette invisibilité. C'est-à-dire, autant les générations précédentes ont surtout tout fait, soit pour relancer pour leurs enfants une nouvelle vie et s'inscrire dans la société, s'intégrer, être discret, faire qu'on réussisse, etc. Autant, et finalement ce silence a pesé beaucoup sur ces jeunes générations. Donc entre le silence qui pèse chez soi, enfin je veux dire dans son monde, et en fait quelque part l'invisibilité dans laquelle vous inscrivez la société, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, ce qui est assez intéressant, et beaucoup de gens de cette jeune génération le disent, voilà, il y a un moment où nous, on a quand même envie d'exister. On reste encore très empreint de toute la culture familiale, de toutes les traditions, de tout ce... Voilà, nos parents ont rêvé qu'on soit, par exemple, médecin, polytechnicien, ou voilà, dans des professions comme celle-ci. Si on arrive aujourd'hui à se dire, bon ben voilà, moi si j'ai envie d'être artiste, si j'ai envie d'être, voilà, de ne pas rentrer dans le schéma, on ose, mais c'est quand même toujours avec voilà, en disant il faut du temps pour que ça puisse se faire. Pour autant, toute cette génération, et c'est à ça que vous faisiez allusion, vous parliez des mouvements, parce que là vous parliez des mouvements sociaux, c'est surtout les Chinois. Oui, c'est surtout les Chinois qui, effectivement, eux, ont commencé à manifester dans les années 2010 suite aux agressions de racisme antisémitique normal, et c'est à Paris. Mais ce sont beaucoup plus les Chinois. Hein. Là-dedans, c'est essentiellement des Chinois qui manifestent. Mais les Vietnamiens, eux, non. Et par contre, j'en ai rencontré, et moi j'ai rencontré notamment des jeunes metteurs en scène, des jeunes réalisateurs, des acteurs aussi, et qui disent cela, et qui disent, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi, on a envie d'être beaucoup plus, d'exister beaucoup plus à part entière, d'avoir aussi plus de place, plus de visibilité et de sortir un peu de cet effacement dans lequel, malgré tout, la culture de nos parents nous a appris à vivre dans le pays dans lequel nous sommes arrivés. Et ça, c'était extrêmement, enfin, moi je trouve ça assez frappant. Et on voit, je pense à un jeune metteur en scène, parce qu'on est dans un théâtre d'ailleurs, qui s'appelle Stéphane Lipon, qui est assez intéressant, qui fait des pièces de théâtre où justement, il prend exactement ce qui vient de nous être dit, des courts-métrages ou des pièces de théâtre, et en fait, il est éternellement sur ces questions, c'est-à-dire sur, voilà, entre ce que je ne sais pas, ce que j'aimerais savoir de mon histoire, mais le silence, on a du mal à le percer, et en même temps, ma façon à moi de pouvoir trouver ma place dans la société dans laquelle je vis, il fait des pièces où finalement il se sert de l'humour, ce qui est assez magique. Et en fait, il y a toute une autodérision où, pour se dire, voilà, comment on fait finalement pour se retrouver, soit quand on est à la fois pris entre le silence d'un côté
et le désir de vouloir exister, mais dans une société où, par exemple, il n'est pas toujours facile non plus d'exister là où vous voulez, comme vous le voulez, notamment pour les comédiens, où eux le disent spécifiquement, les comédiens par exemple, ils sont cantonnés toujours au même rôle, etc. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est assez, effectivement, il y a cette espèce de... Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette génération qui est quand même beaucoup plus dans le désir d'occuper simplement l'espace de la scène comme tout le monde. Quoi. Non hein Céline, tu as envie de réagir ou compléter? Oui, alors peut-être que cette volonté justement d'exister en tant que, c'est un terme très généraliste, en tant qu'asiatique, il est d'autant plus fort parce qu'on justement on a été marqué par cette culture asiatique. En ce qui me concerne moi, qui ai travaillé justement dans le domaine du spectacle, de l'image, qui continue d'ailleurs, et qui est, en fait, c'est très bizarre parce que justement je suis tellement déconnectée de ça. Je suis tellement, bizarrement, malgré le fait que je fasse un métier de l'image, je suis tellement déconnectée à l'image parce que pour moi ce qui compte c'est ce que je suis profondément, donc je suis même déconnectée de mon genre en fait, je fais mes choix en fonction de ce à quoi j'aspire, de ce qui m'inspire d'ailleurs, que je me retrouve bizarrement je suis parfois étonnée quand on me dit ah désolé ça va pas le faire, t'es trop typée. Et moi je me dis mais je suis trop typée. Ah oui c'est vrai. J'avais oublié, j'ai les yeux un peu bridés. Ou alors t'es trop typé ou tu ne l'es pas assez. En fait, sur des castings, oui, et ça me fait toujours sourire en fait, parce que je dis bah mince, en fait, il me semblait que pour transmettre des émotions et raconter une histoire, on n'avait pas forcément besoin de ça. Donc parfois c'est la société qui me le rappelle effectivement, mais je peux pas dire que j'en ai souffert parce que je m'en fous. Je trouve ça tellement con. Que du coup je me dis mais c'est pas grave en fait, ce qui compte c'est que je puisse m'exprimer à ma manière et du coup je crée ma propre manière de m'exprimer. Donc ma révolte elle est plus intime finalement, elle est beaucoup moins face à la société mais beaucoup plus finalement face à mon père qui m'a éduquée avec, c'est terrible pour lui mais j'ai hérité de son caractère. Resituez-nous un petit peu justement le cadre de votre adolescence. Comment ça, non, justement, votre rapport à votre père et... Mon rapport à mon père, c'est comment dire, une famille très traditionnelle. Moi, c'est très cliché, hein, mais ma maman est catholique pratiquante, mon papa, voilà, c'est lui qui travaille, enfin maintenant il est à la retraite, mais c'était vraiment le modèle de famille très traditionnel où la figure du père et la figure d'autorité qu'on ne discute pas. Enfin, moi j'ai grandi avec c'est tu ne réponds pas. Ah ouais mais là c'est mal barré parce que non seulement je veux répondre mais je veux questionner aussi. Donc en fait il n'a fait que cultiver cette rage, parce que ça s'est transformé en rage, cette curiosité qui a fait qu'à un moment donné j'ai choisi une voie professionnelle qui bafouait complètement. Il n'y a pas de hasard qui bafouait complètement les valeurs représentées par mes parents, à la fois le catholicisme avec sa pudeur, son tabou et sa culpabilité. Il y a aussi de très belles choses, hein, mais c'est quand même en tout cas ce que je ressentais. Et puis évidemment la culture de la dignité, du non-dit, de la performance transmise par mon père. Et moi je me suis construite en fait en opposition à ça. Et c'est ce qui m'a menée... il n'y a pas eu que ça, mais c'est ce qui m'a influencé aussi pour choisir une carrière absolument transgressive. Et avec le recul, avec la boucle... Et après j'ai grandi. Vous avez grandi, voilà, aujourd'hui vous en êtes... Il y a eu la révolte très forte, aussi parce qu'elle répondait à une quête personnelle autour du corps. Ça n'a pas été qu'une révolte, sinon au bout d'un an j'aurais probablement arrêté, mais j'y ai trouvé aussi une réponse à ce que, justement à mes questions. Qui était vraiment, vraiment intime. Et puis justement, un jour, mes parents m'ont dit, écoute, on compte aller retourner au Vietnam, ça fait très longtemps que ton papa n'est pas allé, donc est-ce que tu veux nous accompagner? Et alors là, ça a été magnifique, parce que pour la première fois, en fait, mon père m'a parlé. Vraiment, j'ai eu cette sensation, avant il me convoquait. On en rit maintenant avec mes frères, mais comme on en rit encore aujourd'hui, mais ça nous arrive que notre père nous dise « Bon, il faut que je te parle, rendez-vous dans le bureau ». Et alors là, on se dit « Mince, ça va mal se passer ». Et encore aujourd'hui, il nous fait le coup. Et là, pour la première fois, j'ai eu un moment avec mon père. Peut-être même la seule fois d'ailleurs, je réalise.
et où ma mère a eu cette délicatesse de nous laisser tous les deux. Alors, en plus, c'était dans un contexte absolument incroyable, puisqu'on était dans la baie d'Alangue sur un bateau, avec toute cette brume et ce paysage de montagne. Et puis, on était assis côte à côte, et là, d'un seul coup, il s'est mis à parler. Mais ça a été un choc, il s'est livré, et surtout, il a osé parler de ses émotions, quelque chose dont on ne parle pas normalement, parce que je crois qu'il y a aussi un rapport à la dignité, à la fierté aussi. Parler de ses émotions, quelque part, c'est accepter qu'on peut être vulnérable, et ça c'est inacceptable normalement en tant que père et en tant que Vietnamien. Et donc voilà, ça a été un passage justement que j'ai évoqué dans mon livre et qui a été le plus difficile à écrire, et finalement j'ai écrit d'une traite. Et vous savez quoi, je n'ai pas encore osé lui lire, j'ai pas encore osé, mais je pense que, parce que je redoute en fait sa réaction. Aujourd'hui. Non. Donc, Intra Nuit, justement, on avait dit qu'on se accorderait une petite pause puisqu'on parle de l'écrit. Je vous laisse nous proposer un court extrait, nous dire dans quel livre peut-être vous l'avez choisi. Alors c'est un extrait de mon premier roman, et qui ira bien avec tout ce qu'on a dit en fait. Non, ça va, je te remercie. C'est un roman qui s'appelle La princesse et le pêcheur. On parlait de la diversité des migrations, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née en France, mais qui est d'origine vietnamienne, et d'un garçon qui est lui aussi d'origine vietnamienne, et qui en fait est un boat people, et ils se rencontrent. Et c'est tout simplement inspiré de la rencontre que moi j'ai faite quand j'avais 15 ans avec un garçon qui était un boat people et de notre relation. J'observe mes parents et je me rends compte, et j'écris à mon ami, qu'ils ne sont ni vietnamiens ni français. Ils ont grandi ici, mais à présent qu'ils sont revenus, rien n'est plus pareil. On parle de double culture, de racines transplantées dans un autre sol, d'héritage à conserver tout en s'intégrant, mais on oublie qu'en réalité, les êtres nés ici et vivant là ne sont de nulle part. Leur identité oscille entre deux pôles qui tantôt cohabitent, tantôt s'affrontent, plaques tectoniques qui se heurtent et créent séismes, montagnes et ravins, une recomposition du décor que l'on aurait cru impossible quelques instants plus tôt. Alors on avance sur cette terre, nouvelle, sans trop savoir où on va, espérant toujours qu'à la fin, on trouvera une voie qui nous révélera notre place ici. Merci à vous. Trouver sa place ici-bas, Yemke, ça questionne bien sûr. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Je voulais aussi vous interroger peut-être. Justement, on a dit on est d'ici, on est de là-bas. C'est pas propre aux Vietnamiens, mais qu'est-ce qui constitue qu'est-ce qui nous constitue on parle d'éléments culturels. C'est quoi? C'est une langue, ce sont des traditions, c'est des rites familiaux. Qu'est-ce qui nous constitue, qui permet qu'à minima, on est encore un peu de là-bas? Peut-être. Allez-y. Ou qu'est-ce qui nous manque pour se sentir... L'historienne que je suis n'a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que c'est un champ ouvert. C'est-à-dire qu'on fait des recherches là-dessus. Et notamment, la question, et pour rebondir sur le passage que vient de lire, c'est-à-dire qu'on est de nulle part, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que le migrant, il a toujours une histoire avant son arrivée en France. Et donc ça, c'est la première des choses, peut-être, qui est à faire valoir. C'est-à-dire que quand on étudie l'immigration en France, ou quand on parle d'intégration, d'assimilation, de tout ce qu'on veut, en fait, on s'intéresse à l'immigré, mais en fait, on s'intéresse à l'État français, c'est-à-dire que à partir du moment où il a mis le pied, à partir du moment où il a mis le pied en France. c'est comme si c'était l'an zéro, quoi. Exactement. Alors que c'est pas l'an zéro. Voilà, et donc, pour répondre à cette question, en fait, il faut suivre la trace de Abdelmalek Sayad, qui, dans les années 60, lorsqu'il a étudié l'immigration algérienne, dit qu'il faut qu'on reparte travailler sur la sociologie des départs, c'est-à-dire d'où viennent ces gens. Et peut-être que là, on aura des clés pour répondre à la question c'est quoi qui lie finalement la communauté vietnamienne. Alors là-dessus, je répondrai par deux questions pour montrer la complexité. La première question, c'est que elle évoquait justement cette rencontre avec le boat people, alors que c'est pas la même génération de migrants.
Et en fait, dans le train, là, j'ai eu le temps de réfléchir, et je me suis dit, en fait, les arrière-petits-enfants des travailleurs indochinois réquisitionnés de la Seconde Guerre mondiale étaient déjà nés lorsque les boat people, dans les années 70, sont arrivés en France. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir leur perception, c'est-à-dire comment ils perçoivent, eux, en tant qu'arrière-petits-enfants de travailleurs coloniaux réquisitionnés, en voyant arriver en France des gens qui leur ressemblent. Donc là, c'est vraiment une piste à creuser. Et je n'ai pas de réponse à ça. La deuxième piste que je pourrais proposer, c'est que quand on fait de l'histoire, on est dans une démarche comparatiste, on compare tout le temps, et des fois on trouve des points de convergence. Et là, par exemple, il y a une des convergences qui est que les migrants actuellement dans le nord du Pas-de-Calais, sociologiquement, ce sont des hommes jeunes, pour la plupart, célibataires, et qui sont partis des régions les plus pauvres du Vietnam, c'est-à-dire Hattin, j'ai un trou de mémoire. Et en fait, c'est la même origine de départ et c'est la même sociologie que les travailleurs qui avaient été réquisitionnés pour les guerres mondiales. Et donc de là, on peut tirer un fil et on peut effectivement dire, voilà, donc ça fait sens. Mais autrement, on va tomber que sur des clichés. On est discret, qu'est-ce qui fait la communauté vietnamienne? On est des travailleurs. Je conteste absolument parce qu'en fait, si vous étudiez bien, y compris les articles de presse, puisque j'ai des journalistes à mes côtés, en fait, ce qui est présenté comme une qualité peut devenir rapidement un défaut, suivant le contexte. Par exemple, on va dire ce sont des travailleurs. Mais dans les années, je crois, 1900-2000, où il y a eu ce scandale, pour moi, ça date ce qu'on appelle le retournement des représentations, où on commence à voir les Asiatiques comme une menace, et il y avait à dire là-dessus. Les journalistes montraient des appartements où ils bossaient en clandestin, des appartements raviolis. Vous le montrez bien dans votre document. Voilà, les appartements raviolis. Et donc du coup, vous voyez que sur le curseur, ce qui est présenté comme une qualité peut devenir tout à fait un défaut immédiatement. Et je terminerai par, pour ne pas être trop long, mais quand on disait tout à l'heure que les Asiatiques prennent la parole aujourd'hui, s'impliquent, ils ont envie de faire parler d'eux. Moi, je suis asiatique, je suis ni première génération, ni deuxième génération, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à classer les choses comme ça, mais moi, je suis arrivée en France, j'avais 10 ans, donc je me sens ni première génération. Vous pouvez justement nous resituer. Voilà. Du milieu du Vietnam, vous êtes du centre du Vietnam, pas du nord, pas du sud, ni première, ni seconde. Donc à quelle année nous en 73. 73, voilà. Donc avant la chute de Saigon, vous voyez, la façon de dire avant la chute de Saigon, avant l'arrivée des communistes, ou avant la libération, quand un Vietnamien parle à un autre Vietnamien, ces termes-là sont très importants. C'est-à-dire qu'on est toujours marqué par l'histoire politique de ce pays. C'est-à-dire qu'entre nous, moi je me rappelle, mon grand-père, pour tout dire, il était communiste, c'était un espion du Nord, donc voilà, et que moi j'ai grandi avec ça, et que quand je voyais un réfugié dans la rue, déjà je reconnaissais la façon de s'habiller, la façon de marcher, c'est des choses que c'est du corpo intégré, on va dire, mais j'essayais de ne pas avoir à lui dire bonjour, c'en est là. Donc c'est pour ça que j'interroge aussi la communauté vietnamienne. Mais tout ceci pour vous dire que pendant très longtemps quand même, au-delà de nos différences sociologiques, politiques, spécificités régionales, la première génération, elle ne voulait pas se faire voir. Cette question de l'invisibilité, elle est constante à toutes les migrations. C'est toujours pareil. On cherche à se fondre, surtout ne pas se faire remarquer. Et donc ce n'est pas une spécificité de l'immigration vietnamienne. Maintenant, si effectivement, il y a des descendants qui prennent la parole, et notamment dans le milieu médiatique, parce que ce
qui est très frappant, moi je fais de la socio-histoire et donc on peut faire la sociologie des journalistes. Le nombre de Vietnamiens qu'il y a dans le milieu des médias est assez aussi édifiant. Et donc du coup, ils contribuent également à la formation des représentations. Mais si aujourd'hui, il y a des associations comme Asiatique de France là, qui est née, c'est parce que je pense, il y a plein de raisons, hein, mais une des raisons pour moi, c'est qu'à l'heure actuelle, la représentation vietnamienne est menacée, et plus largement asiatique. Et pourquoi est-elle menacée? C'est-à-dire que pendant très longtemps, on s'est contenté de la bonne réputation. Ça va bien, hein, travailleur, brillant, bon. Et donc, tant qu'il y en avait d'autres, parce que le bon immigré sert à définir le mauvais immigré. Donc, ça arrangeait pas mal de choses. Sauf que là, alors, pourquoi on... En deux mots. En deux mots. Pourquoi Le glissement, c'est... je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'immigration asiatique, en dehors des deux épisodes spécifiques des guerres mondiales, vous avez depuis les années 90 l'arrivée en France de migrants chinois en nombre très important, et qui viennent des régions pauvres de Chine, et que du coup là effectivement on se rapproche de ce qui s'est passé pour l'immigration italienne qui était pauvre de masse, les Algériens, immigration pauvre de masse, et qui a donné ce que l'on sait. Et donc du coup il y a une menace sur la représentation. Et pour un Européen, il ne fait pas la différence quand même, a priori dans la rue, entre un Chinois, un Vietnamien, un Cambodgien ou un Laotien. Sauf à être vraiment très exercé en la matière. Donc pour les Français lambda, on est tous des Chinois. Et donc il y a cette volonté de se démarquer et de travailler pour éviter le retournement des représentations, parce que là, sur ce terrain des représentations, il y a une lutte qui a toujours été menée depuis le début, mais elle ne concerne pas que le pays accueillant. Hein. C'est que nous travaillons à notre représentation. Il ne faut pas oublier qu'on est des acteurs de notre histoire. Ça sera presque une conclusion. Laurence, je voulais rajouter quelque chose, peut-être, Céline, justement, le besoin d'être ou comme elle dit, d'exister, oui. Je trouve que c'est une très très belle conclusion que de rappeler qu'on est acteur de notre histoire et c'est valable pour chacun, en fait, quelles que soient ses origines. Et avant de... Enfin, moi, je suis beaucoup plus tournée vers l'individu que vers la communauté, en fait. Et je pense que tout se joue à notre échelle. Là, maintenant, c'est à chacun. On est influencé par notre culture, notre éducation et nos racines, mais on a aussi ce choix de nous libérer de ça et justement de bâtir en fonction de nos propres aspirations sans forcément nous sentir redevables, honteux ou fiers en fait d'une origine. Je pense qu'on n'a pas apporté le passé de nos parents, de nos parents, et que c'est à soi avant tout de se réaliser dans ce qu'on veut vraiment construire. Mintran, oui, justement, vous êtes romancière, vous avez tracé le sillon autour de votre histoire personnelle, est-ce que, familiale, etc. Est-ce qu'à un moment, vous pourriez dire, je vais faire de la pure fiction, je vais justement m'en échapper, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, si vous faites déjà, sans doute. En fait, ou pas, c'est quelque chose qui est en haut. Je peux vous dire qu'avant d'avoir écrit ce premier roman, j'avais écrit des nouvelles, pas une seule d'entre elles ne parlait du Vietnam, en fait. Et pourquoi je n'avais pas écrit sur des choses liées au Vietnam? Je me disais, ça va être une caricature terrible que la nana d'origine vietnamienne qui se met à écrire sur ses origines, et je ne veux pas être réduite à une case. Voilà. Au résultat, j'ai écrit 3 romans, et il y a du Vietnam dans les 3, avec des personnages qui ont tous une histoire familiale, qui est liée au Vietnam, qui est vaguement inspirée d'une histoire familiale. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que par exemple, quand j'ai fini mon premier, La princesse et le pêcheur, j'étais très fière d'annoncer aux journalistes qui me posaient la question, pour mon deuxième roman, ça n'aura rien à voir avec le Vietnam, ça se passe en Angleterre, c'est une histoire d'imposture musicale, c'est inspiré d'un fait divers. Voilà. Les résultats, alors j'ai bien fait l'histoire d'imposture musicale, une histoire d'amour fou et une escroquerie assez extraordinaire qui s'était produite à cette époque-là. Et finalement, la pianiste, au lieu d'être britannique, elle est d'origine vietnamienne, avec des parents vietnamiens, et puis ça vient de l'histoire de sa plantation, de son grand-père maternel, qui fait que du coup, il y avait un piano là-bas, enfin bref.
Je pense que c'était pas une décision évidemment que j'avais prise. Et d'ailleurs, à titre personnel, je ne me sens pas particulièrement réduite à une identité vietnamienne ou non. Comme je le disais tout à l'heure, ce que j'aimais bien dans le Vietnam, c'est que je l'avais sous la main, si je puis dire, pour pouvoir parler de problématiques plus larges, comme le sentiment d'être étranger, le sentiment de se sentir étranger au sein de sa famille, au sein de sa classe sociale, au sein même de ses amis, au sein de sa génération, ça peut être le cas également. Et du coup, pour moi, le Vietnam, je l'utilisais pour ça. Parce que c'était commode. Voilà. Et par ailleurs, je trouvais que les histoires que mes parents avaient tues méritaient d'exister. Et quelque part, c'est sûr, il y avait le désir de donner un tombeau à des gens dont il ne restait aucune trace. Quand il ne reste rien, quand on n'a même pas de sépulture pour les corps, quand il n'y a aucune archive pour dire ce que vous êtes devenu, et que finalement tout ce qui reste 50 ans après, c'est une parole qui est murmurée par une vieille dame de 80 ans à sa petite fille un dimanche alors qu'elles font la sieste et que la gamine a 6 ans. Après, je pense qu'il y a eu ce désir effectivement de préserver une mémoire, mais y compris la mémoire avec les trous. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a plus aucun moyen de retourner en arrière et de savoir ce qui s'est exactement passé. Ma grand-mère est morte aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnages de grand-mère dans mes romans, mais je pense que c'était aussi... Parce que je savais qu'elle allait mourir, c'était une vieille dame, et que je savais que tout ce qu'elle savait allait disparaître avec elle. Donc, il y a quand même ce fil qu'on tisse. J'ajouterais juste que c'est amusant la transgression et le fait qu'on réagisse par rapport à ses parents. C'est drôle parce que finalement, moi comme ma soeur ou comme mon frère, en fait on s'est révolté. Mais alors évidemment c'est la révolte à la vietnamienne extrêmement cachée. C'est-à-dire qu'on est des parents qui donc visaient l'excellence, voulaient qu'on soit des politiciens et des ingénieurs. Et donc la révolte de leurs enfants, ça a été d'être très très bons mais en littérature et du coup de conquérir un terrain qui pour eux leur est inconnu. C'est-à-dire que je trouve ça assez étonnant de se dire que mes parents, même s'ils ont par leur statut, par leur salaire, par leur diplôme, aujourd'hui, finalement ce sont des intellectuels de la bourgeoisie française extérieurement, mais en fait ils n'ont, on disait tout à l'heure, ils n'ont aucun des codes. Et ils ne lisent pas, le français n'est pas leur langue maternelle, ils le maîtrisent très mal. Et quand je leur ai dit que j'avais fait la littérature, ça a été une catastrophe. Alors, après, j'ai fait Sciences Po. Normalement, certains parents peuvent être fiers d'avoir fait Sciences Po. Mes parents, pas du tout. Ça a été l'horreur. Ils ont considéré que j'étais un mouton noir. Ma mère m'a menacée en me disant que voilà, ça va être le chômage, etc. Et évidemment, même écrire aussi, l'idée d'avoir des enfants qui écrivent était problématique en soi. Alors, c'était pour montrer toute la... Mais bon, extérieurement, pas du tout. On se dit que voilà, les enfants ont juste poursuivi le chemin des parents, ils ont fait de très bonnes études, ils ont du bon boulot, et ils ont, ma foi, une forme de reconnaissance sociale a priori. Mais en fait, il y a effectivement toutes sortes de révoltes. Je reconnais que la mienne n'est pas très spectaculaire, ni celle de ma soeur ni de mon frère. Mais voilà, c'était juste en clin d'œil ce qu'on disait. Alors, vous vous souvenez, on en parlait tout à l'heure en off. Vous parliez de ce cheminement plus que l'ascenseur social pour pouvoir s'élever en quittant le Vietnam. C'était les études et que, par exemple, les mathématiques, même dans les milieux les plus simples, c'est presque des concours pour apprendre les maths et être le meilleur pour pouvoir partir et quitter le Vietnam. Je ne sais pas qui en parliez. C'est ça, hein. Vous pouvez peut-être nous le rappeler, en deux mots. Oui, en fait, c'était l'un des canaux de la migration. Alors c'est vrai qu'au sein de ma famille, il y a eu plusieurs migrations aussi. Ma grand-mère est venue, par exemple, en 1976, donc après la chute de Saigon. Et en plus, elle est venue ironiquement, parce que mon père avait été classé comme dangereux communiste par le gouvernement du Sud, étant donné qu'il avait signé une pétition, alors que c'est ironique parce qu'évidemment son père et son grand-père avaient été tués par les communistes, mais parce qu'il avait signé une pétition demandant à ce que les Américains sortent de l'histoire vietnamienne au moment de la guerre du Vietnam. Du coup, il était classé comme communiste, dangereux communiste, et du coup, c'est comme ça que ma grand-mère a pu partir, en fait. En ce qui concerne... oui, c'est cette migration des études, on en parlait un petit peu. C'est pour les études. En fait, par l'excellence. cette migration par l'excellence, il n'y avait pas le choix.
La seule façon de pouvoir partir à ce moment-là, c'est en effet d'être le meilleur en mathématiques et en physique-chimie, il y a un concours, et littéralement, voilà, les 5, les 10, les 15, les 100, les 20, les 200 premiers auront une chance de partir. Et d'ailleurs, tout le monde part au même endroit. À l'époque, c'est la France. Mais quelques années plus tard, c'est les États-Unis. Et effectivement, il y avait une compétitivité extrêmement élevée, qui était pas liée uniquement à la tradition des lettrés et des concours qui, pour le coup, inhérent aussi bien à la culture chinoise que la culture vietnamienne, parce qu'après tout, la Chine occupait le Vietnam pendant longtemps. Mais il y avait aussi cette idée de survie. Si jamais vous êtes un pauvre petit paysan comme mon père, vous avez zéro chance de pouvoir partir, sauf effectivement, la solution c'est éventuellement de tenter sa chance en bateau. L'autre solution c'est si vous êtes très très bon, et pour ça on s'entraîne, comme pour les JO, vous êtes tous ensemble, tous sont des cousins, voilà, la même famille, quel que soit leur âge, ils font les épreuves les plus difficiles qui soient, on se chronomètre, donc vraiment il y avait un côté, c'est mon père qui me l'a raconté, c'est pas la guerre, mais c'est la guerre sur les équations mathématiques. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est comme ça qu'on peut partir. C'est la méritocratie transposée au Vietnam, et le seul moyen, mais j'en reviens à ce que disait tout à l'heure notre historienne, à savoir qu'ils ont toujours pensé qu'ils reviendraient. Les parents ont toujours pensé qu'ils reviendraient, que leur exil était provisoire. Mon père voulait juste... il est resté en France 3 ans après être sorti de l'école d'ingénieur, parce qu'on lui avait proposé un poste dans une société informatique, et qui s'était dit en 3 ans, je vais amasser de quoi acheter ma maison au Vietnam pour ma mère. Parce que jusqu'ici, on a toujours grandi dans des maisons qui n'étaient pas à nous. Et j'ai grandi dans une maison où rien n'était à moi. Et ma grand-mère, enfin ma mère, ma grand-mère à moi, est encore à la charge d'eux. Et c'est pour ça qu'il est resté en France. Et ensuite, évidemment, guerre. Et ça a tout changé. Et c'est pour ça qu'ils sont restés. Mais ils sont partis avec l'idée qu'ils reviennent. Et ils ne sont jamais revenus. On peut peut-être faire un tour de table pour terminer là-dessus. Céline Tran, votre père, pensez qu'il retournerait ou pas? Ou il s'était enraciné en France? Je ne sais pas. Vous avez peu échangé là-dessus? Non, je pense pas. Son lien avec le Vietnam? Non, je pense pas qu'il comptait revenir, parce qu'il a gardé un rapport assez particulier avec le Vietnam et aussi avec sa famille. C'est vraiment un rapport amour-haine, et je sais pas, une forme de rancœur. Donc il a une grande nostalgie du Vietnam, et je crois qu'il n'y a pas une journée sans qu'il écoute des chants vietnamiens. C'est très touchant, très mignon. Il est dans sa petite bulle à se remémorer. Oui, c'est ça, c'est la nostalgie d'une terre qui n'existe plus. Les noms des rues d'ailleurs ont changé. Quand on y est retourné, en fait, c'était très, très bizarre. Finalement, ce qu'il a reconnecté, c'est la cuisine. C'est la fameuse soupe. Mais non, mais il est tombé amoureux surtout de ma chère maman. Et puis après, toute son énergie s'est déployée autour du fait de s'occuper de son foyer. Et c'est vrai qu'il l'a fait avec une détermination, un sens de la responsabilité. Et finalement, après, c'est la volonté de transmettre. Et c'est ce que j'ai compris d'ailleurs, malheureusement un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai compris que finalement, sa manière d'aimer, c'était justement de passer par cette autorité. Parce que ce que je n'avais pas compris, c'est que lui, à 15 ans, et même bien avant, aller à l'école, c'était une chance, et c'était une manière effectivement de s'en sortir et même de survivre. Moi, j'ai été une petite fille gâtée, donc forcément, je n'avais pas cette perception-là. Et donc, j'ai compris par la suite que tout ce que j'avais pu, beaucoup de choses que je lui avais reproché dans son côté autoritaire, dans son côté non, tu ne discutes pas, finalement, c'était sa manière à lui d'aimer et de protéger pour que ses enfants aient une chance justement de trouver leur place. Parce que ça, effectivement, c'est essentiel, trouver sa place dans la société et être installé. Donc forcément, j'ai été un peu à l'opposé de tout ça. Mais finalement aujourd'hui, c'est une relation sereine, quoi. Laurence Jourdan, peut-être en conclusion justement, vous avez fait 2 documentaires sur les Asiatiques en France. Plus, oui, d'autres documentaires. Sur ce pas dans le voilà, et vous, sur le Vietnam, vous êtes allé, etc. On arrive à la conclusion qu'on n'arrive pas complètement à définir une communauté vietnamienne. On en est d'accord. En tout cas, les Vietnamiens que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y a cette volonté, à différents âges, de repartir, d'ancrage ici? Qu'est-ce qu'il leur reste du Vietnam?
Non, je Comment pense- vous l'avez ressenti? je Quelle pense- photographie vous savez? Je pense que là, tout le monde Mhm. vous a vraiment répondu et qu'elles sont beaucoup mieux placées que moi pour vos réponses sur ce sujet. La seule chose qui effectivement m'avait frappé moi lors de toutes ces rencontres, et j'ai rencontré énormément de monde effectivement, c'était justement parce que ce film c'était donc sur les Asiatiques de France, il n'y avait pas que les Vietnamiens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que par contre ce qui m'a frappé, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que les Vietnamiens, eux, avaient quelque chose, c'était une attache quand même à leur terre d'origine qui est particulièrement forte. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué par rapport notamment, on en parlait avec des Cambodgiens, avec des Laotiens parallèlement, où on était dans une autre approche. Et en fait, eux me disaient, moi, ceux que j'ai rencontrés dans les Vietnamiens, c'était qu'effectivement, malgré tout quand même, de pouvoir rentrer ou mourir, rentrer au pays, c'était quelque chose d'important. Moi, dans tous ceux que j'ai rencontrés, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais voilà. Mais par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit que je trouve important, parce que tu parlais de son père qui a rencontré un amour ici. Je pense que ça fait partie des choses qu'on n'a pas du tout mentionnées et qui, depuis le début des arrivées des Vietnamiens en France, par exemple, il y a eu énormément de mariages qui commencent très très tôt. Et c'est vrai que même déjà dès la Première Guerre mondiale, parce qu'ils rencontrent des femmes dans les usines, les hommes étant sur les fronts, etc. Et en fait, tout au long de ces années et de toutes ces arrivées qui se sont succédées, de ces installations, il y a eu réellement beaucoup de mariages qui ont eu lieu. Ça, je pense que c'est voilà, ce que tu racontais, s'inscrit aussi dans une vraie réalité de toute l'histoire de ces arrivées. Un tout petit mot de conclusion, si vous vouliez préciser quelque chose, avant qu'on donne la parole au public. Rendre hommage aux femmes. Rendre hommage aux femmes, parce que c'est vrai que mes travaux montrent que, en tant qu'amante, ou même en tant que mère, parce qu'il faut se rappeler que ces jeunes hommes vietnamiens qui sont arrivés en France, ils étaient jeunes, et donc ils n'avaient pas de maman. Et donc dans les campagnes, notamment, il y a beaucoup de femmes françaises, ou d'origine étrangère, mais qui se sont occupées d'eux. Et que c'est vraiment les femmes qui ont été historiquement les vecteurs de leur bon accueil dans la société. Juste un dernier mot, on a beaucoup parlé des différentes sociologies d'immigration. Je ne voudrais pas qu'on oublie les navigateurs et les domestiques, qui constituent aussi une part non négligeable de cette migration et qui sont encore plus invisibles que les autres. On rappelle, allez, votre thèse des travailleurs indochinois, on peut la trouver, on peut la préciser. Là, je travaille à la publication, mais Oui. c'est un énorme travail qui m'a pris les 20 ans, on va dire. 1100 pages, qu'il faut que je traduise en 300 pages, donc incessamment sous peu, ouais, ce sera sous presse. Pour l'instant, vous pouvez aller la lire à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, à Port-Doré, elle y est. À la bibliothèque de la Maison des sciences de l'homme, elle y est aussi. Et à la bibliothèque rue Cujas à Paris. Enfin, voilà. S'il faut un exemplaire pour tout le monde, je pourrais l'envoyer. Laurence Jourdan, votre actu, c'est documentaire en 5-6 ans, c'est ça, hein? Celui-ci, Voilà. il date de encore, 2013. d'accord. Et effectivement, on peut le voir dans les médiathèques. Donc on peut déjà se le procurer en médiathèque. Ça me paraît plus simple d'ailleurs. Et votre actualité, vous êtes sur quelle... Vous tournez sur quoi? Alors, Vous venez de sortir quoi? non, je suis en train de préparer un film, mais dans le domaine de l'histoire de l'art. D'accord. Mais c'est un lien encore avec aussi avec l'exil et la migration, ce qui me connaît. Céline Tran, vous nous rappelez le titre de votre livre Oui. et puis votre actualité? Alors, il s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça, chez Fayard. Et donc, j'y raconte mon parcours de petite à aujourd'hui, justement. Donc, en passant par la case X, mais ce n'est pas le sujet. C'est surtout un livre sur l'intimité, finalement. Très bien. Et donc Tranui, vos romans, 3, et aujourd'hui, on en est où? Vous pouvez les montrer et nous redire d'ailleurs. Allez, dans La l'ordre. princesse et le pêcheur, le premier roman. Le deuxième, c'est La double vie d'Anna Song, sur ce fait divers vietnamisé. Le troisième, c'est Les voyageurs malgré lui, qui a inspiré un peu l'histoire de mon père, mais qui sinon parle en fait de tous les voyageurs malgré eux à travers l'histoire. Donc du coup, on va aussi en Somalie ou bien dans la France du 19e siècle. C'est vraiment sur l'idée de comment est-ce qu'on passe une frontière d'un siècle à l'autre. Et j'ai écrit un recueil de contes, Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam, pour ne pas changer. Et là, techniquement, c'est mon dernier livre qui n'a rien à voir avec le Vietnam, je suis fière de l'annoncer. Et voilà. Voilà, hein.
qui s'appelle Les écrivains et le fait divers, et qui en fait est une histoire de la littérature française au prisme du fait divers. Parce que si jamais vous regardez en fait tous les grands classiques de la littérature française, du Comte de Monte Cristo, le Rouge et le Noir, ou les romans de Zola jusqu'à Albert Camus, Duras, ou aujourd'hui Emmanuel Carrère ou Le Clésio, on s'aperçoit que le fait divers était une matrice de beaucoup de mouvements littéraires. Et évidemment, là je vous donne envie que je travaille sur un nouveau roman. Ben, je vous remercie toutes les quatre avant de passer la question publique. On peut peut-être les applaudir un petit peu. Voilà.